Que dire de plus? Le réel qui nous a imparti est le réel dont on a déchu. Si vous voulez, déçu. C'est ça, un peu. À la fois, l'élan vital, l'arrivée, laisser être impersonnel et chaque fois dans le là de l'être là, qui n'est jamais identique à son lieu, d'où l'étrangeté peut-être. Et je veux dire, en allemand, eigentlich, en turc, kendi nevi şahsına münhasır. C'est à peu près authentique, mais jamais vu, jamais entendu sous le mot authentique. Cette propriété impropre d'une eigentlich, eigentumlich peut-être, qui serait de l'autre à la fois eigen, c'est-à-dire du propre le soi, et ce sera d'une étrangeté dont on ne peut imaginer le plus, mais c'est le lieu justement de s'imaginer là où tous les cas de figure, dans les limites du possible et dans les lisières et dans le parage du possible, qui essaie de parfois s'approprier, je dirais, gagner, et par des moments propices, dans de bonnes heures, répondre à sa venir. Qu'arrive-t-il? Qu'advient-il? La mort advient-elle? Ou bien un autre horizon, un autre cadrage nous a offert tant que nous sachions recevoir au sens de la réceptivité en nous-mêmes. L'avenue venue. Alors, je note en passant le nom de grands anthropologues, selon moi, Phornevius, alors que je pensais précisément plutôt à Bachofen, en ce qui concerne bien sûr le partage du nomos du monde, intimement lié à la mythologie grecque, et l'ordre de divinité en ce qui concerne la justice, l'ordre de justice divine à des stades. On vit à des stades et ça, effectivement, changement dans l'ordre religieux, même à l'intérieur de la mythologie, donc une certaine religiosité figurale, je dirais, a des conséquences énormes en ce qui concerne les prochains changements, bouleversements, partage nouveau, partage au sens de némé du nomos sur la figure encore de la religiosité est intimement liée à la compréhension de la justice. La justice.
Alors, sautons les étapes en ce qui concerne grande découverte de Bachofen, qui est intimement liée, à mon avis, à la philosophie d'Hegel, ne serait-ce que dans la distinction des lois naturelles et parfois dites les lois divines et les lois, au sens étroit du terme, les lois humaines, qui viennent de la conception de la philosophie du droit de Hegel. Je suppose Bachofen a analysé en tant qu'anthropologue les tragédies, surtout d'Euripide, a bien compris finalement, après tant de travaux sur la philosophie de la mythologie dans la tradition allemande, donc surtout chez Schelling, il y a eu un changement dans l'ordre de divinité et interdit certaines lois étaient pour les divinités de justice comme effectivement Dike et les autres disons pour l'ordre d'Athènes et d'Apollon. Cette distinction entre les lois divines, mais profondément divines, et avec lesquelles il n'y a pas, disons, négociation, il n'y a pas de marchandage, et l'autre apparemment lié à cette, disons, explicitation, apologie, défense, accusation. Alors, première proposition, pour simplifier la chose, en sautant tous les stades, la loi est d'abord humaine, soit à l'exemple des lois divines, mais c'est que la forme qui est empruntée et jamais le contenu. Les lois humaines en général, donc soit profaits par la bouche de soi, soit écrits sur les écriteaux, sont plus fragiles, je souligne, que les lois naturelles ou divines. Donc il y a une gradation d'identité entre, disons. Elle est, deuxième proportion à souligner, c'est les lois humaines sont fragiles et elles ont besoin d'un renforcement. Alors que les lois divines n'ont pas besoin d'un renforcement ni une garderie effective pour leurs applications et pour surveiller leurs applications. Donc, Bachofen avait découvert, disons, ce surplus de violence ou bien Gewalt, une violence légitime, qu'on appelle tout simplement garderie des lois. Les lois sont fragiles et elles ont besoin de garderie, d'un renforcement des gardes de force. Donc, force de loi dans le plan humain viendrait de cette violence supplémentaire des garderies
qui est intimement lié à une localité, à un séjour, à une, bien sûr à un mode de production qui et même Némésis, les lois les plus archaïques et dites naturelles dans la mythologie, Némène prévoit, ne serait-ce que sous la forme de partage, certains habitent, séjournent. Donc la loi ne s'exerce pas de par elle-même, a besoin de garderie et avant tout un lieu sur lequel elle va agir. Alors que seulement c'est la nature qui agit et les hommes font, appliquent. C'est ça. Donc les lois humaines seraient artificielles. Et sans loi, il n'y aurait pas ni existence, ni séjour humain. Et l'homme serait encore régi par les lois divines, mais dans des couches introuvables de son être-là, c'est de l'ordre naturel. Alors que les lois humaines essaient d'infiltrer dans toutes les zones, couches, jusqu'à leur vie privée intime. D'où quand même la force de mise en scène des tragédies d'Euripide qui a intéressé Barkov. Également Hegel aussi sous la forme de discussions de Sophocle, Antigone, etc. Donc il y a une affinité entre deux pensées. Et ce renforcement qui avance, qui garantit l'effectivité, mise à jour, application, etc., en vue de établir ou rétablir, restaurer la justice, comme détermination, sera encore de l'autre négation, etc. Le lieu de dire, troisième proposition, que aucune loi n'est juste, alors que toute loi a une prévision de la justice, une idée, un concept de justice, alors que aucune loi n'est juste par elle-même. Et toute loi prétend à établir ou rétablir la justice. C'est ça, le préliminaire à penser. Alors, sous l'égide des lois, qui sont ontologiquement faibles ou fragiles, l'homme s'affaiblit. Malgré tout renforcement de lois et de garderies de force, l'homme, dans sa faiblesse, s'affaisse. Et d'autant plus, il fait un élan inouï dans l'artifice que c'est le lieu de nommer techné. Alors, l'homme fragile a besoin des lois pour son séjour et dans son séjour développé, compliqué, dans ses plis et dans sa méandre, l'homme fait un saut sous l'égide et sous l'ombre des lois. L'ombre a souligné. Donc,
un certain, disons, effet fantôme lors de l'égalité et qui s'affaisse et qui s'élargit en extension, qui envahit tout l'horizon. Et dans l'usage modéré de la force que nous appelons Gewalt ou le droit de guerre aussi. Il faut y compter car il s'agit pas une seule humanité, mais des différents contrées qui sont en concurrence et dans une finalement pénurie à force que luxuriance ou le luxe de la vie quotidienne, l'usage limité de l'entendement, calcul, comptabilité s'installe et les lois deviennent de plus en plus non pas affinées mais contractuelles, donc nuancées, et dans la déduction, un pas. Trouver une loi qui s'agirait par d'elle-même, sans garderie, alors que même, dit-on, les lois divines qui régissent la vie, la naissance et la mort ont besoin quand même d'un certain moyen terme qu'on appelle le cœur animé, y compris le cadavre inanimé, bien sûr. Tout est sujet au droit, là. Alors, si on saute encore les étapes, et par régression, on arrive à la figure du philosophe. Normalement, c'est venu très tardivement, avant le prophète, après la prophétie. On ne cherchera jamais la figure du philosophe dans la place publique. Dans le domaine de nomoi, alors que le philosophe peut facilement parler de nomoi, des lois. Au moins, trouver un lieu pour notre philosophe, tout simplement l'être dans les deux orthographes différents, être dans les enclaves, dans les contrées reculées, et non pas au milieu de la place publique qui distribuerait par une distance égale, égalité devant la loi. Non, c'est pas le centre du pouvoir, ni le lieu du souverain. Figure du philosophe doit rester atopos, atypique, soit marginal, mais plutôt dans des enclaves à disputer, et donc interfrontalières, des zones indéterminées, ou s'il y en a encore des figures, l'exemple de Diogène de Sinope, bien sûr, mon philosophe privilégié par figure. C'est ça. Et là, sans garderie, sauf contre les intempéries, une protection contre les éclairs,
tous les dieux qui donnent la tonalité grandiose de ces quatrains dans ces latrins ou dans ces alexandrins, je dirais. Donc, y compris Dichter, qui philosophe, finalement, qu'on appellerait dans le temps Soilama, une époque Denkbeige, dans les champs persiques, de latin au troubadour et à la poésie symbolique, et tous les arts de la poésie. Celui introuvable qui est devenu X, qui devrait être laissé vide, comme case vide, à remplir par un filon, si vous voulez, mais un remplissement de sens à venir. D'où mes questions, finalement. Qu'advient-il, advient-elle la mort, non pas physique, la mort, non pas spirituelle, mais un questionnement, non pas pour préparer sa venue comme natalité, n'est-ce pas, une certaine programmatique démographique et des calculs de biens, mais sa dissolution dans un horizon qu'on vise atteint. Alors, je remarque après coup que par une bizarre concours de circonstances, dans un moment intense, soit irréfléchi, soit hyper réfléchi, que j'étais arrivé à ce moment de Bachofen, autrement dit, les tragédies d'Euripide et changement de l'ordre de la justice. Et dernièrement, j'avais déclaré qu'il n'y a pas de loi juste, alors que toute loi vise la justice. Donc, j'avais, après déjà que j'avais déclaré auparavant que la justice est un sentiment indestructible, indéconstructible. Je pensais également à cette dicton, disons, de Descartes, sa position envers les lois. Là, il ne faut pas trop fier aux lois, il ne faut pas faire des lois trop générales. Et si on fait des lois singulières, donc ça retombe dans le contractualisme, non pas au sens originaire, mais au sens justement de pragmatique. Voilà ce qui nous attend effectivement, le lieu introuvable des lois arithmétiques, non pas seulement des lois de gravitation, ni je dirais pour aller vite, parce que vente achat est égal 0 et anagramme, parce que
je feuillette un peu mes anciens films. L'un s'appellera Les lois de gravitation qui renvoyera un univers omis de Paul Celan. Dernièrement, récemment, j'ai cité, sans citer Celan, Le couloir de cendre, et j'avais annoté aussi le film de Sibelberg, un film d'Allemagne, etc. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Le lieu, notre rapport à des lois éthiques, en passant par la figuration physicale, je dirais, physique des lois de gravitation, soit le mouvement des girondes, pourquoi pas attraction, repulsion, etc. Et le moment tout solennel d'écriture ou d'exégèse, n'est-ce pas? Là, j'avais inséré là ce que je vais également relater un moment, c'est que Deleuze disait un moment dans ses séminaires que si je n'étais pas philosophe, j'aurais voulu bien être jurisprudence, donc au sens de herméneutique des lois. Là, tout instant, effectivement, la philosophie, après ça chute peut-être a commencé dans le méandre, disons, de l'Allemagne, à travers les exégètes de Talmud, etc. On connaît à peu près simultanément avec Renaissance et le mouvement de réforme, donc ce qui se passe autour des exégètes. Et jurisprudence, c'est un autre rapport à la loi, c'est ça le vif du sujet. Et qu'est-ce que j'avais omis et qui était initial là, n'est-ce pas, ce discours. Comment c'est que j'avais oublié, barré, justement, un discours commence en parlant quelque chose et j'avais barré quelque chose, donc reculé, qui était véritable vif du sujet. Alors, c'était quoi? Alors, ce que j'avais cette fois-ci omis, tout à coup revenu, c'était justement la ligne en Amérique de Paul de Man, là où il est question d'après la relation de Derrida à Paul de Man. Cette phrase qui m'a marqué et que j'ai oublié. Qu'est-ce que ça veut dire? Oublier qu'on était lié en mariage avec quelqu'un. Donc, on peut facilement, pas si facilement que cela, avec une grande guerre peut-être, et donc, on peut oublier un contrat. N'est-ce pas? Enraciné dans la loi, ce qu'on appelle une vie sociale régulée par la loi. Là, on peut oublier sa vie sociale, donc conjugale, précisément. C'est qu'on était mariés. Et on peut changer le pays, séjour demeure encore en vie, mais dans une exégète. C'est ça un peu. Frivolité, la folie, sagesse, de persévérance dans la vie, tout simplement une type de sauver sa vie
c'est oublier ce qui est le plus fragile. Ce qu'on n'oublie pas, c'est quoi alors? Les marques sur la peau, sur le genou, je ne sais quoi, les signes personnels, là, bizarre. Quand même une sorte de typologie d'apologie, de dire que j'avais oublié. Pourquoi? À la question, pourquoi êtes-vous remarié alors que vous étiez déjà marié et pas encore divorcé? La réponse, j'avais oublié. Voilà, la fragilité des lois qu'on ne peut compter de ma façon. C'était ça, l'élan premier de mon discours en commençant il y a quelques jours pour revenir à la question de la loi Lexis, en passant un peu par les mains ce jour, mais sans oublier justement l'oubli fatal. D'où vient la fragilité et peut-être ratio essendi des lois, notre état amnésique sur la terre et une vie sociale en façade qui continue, qui est éphémère, qui change comme des variations d'éthique des images et qui nous incite également à l'oublier de ce qui n'est pas essentiel donc. D'où toute possibilité justement aussi ou à l'insu des transgressions aussi, n'est-ce pas? Quand on dit justement quand on transgresse une loi de manière singulière, vous êtes coupable, et quand on transgresse une loi de manière universelle, vous êtes révolutionnaire. Mais comment? C'est ça, peut-être l'état des choses qui sont encore plus forts qu'une mise en scène d'une révolution. Ce qui est révolu, ce qui revient de toute force, peut-être. On va voir. Alors, ce qu'on essaye de déduire des lois éthiques n'est pas simple, bien sûr, compliqué. Remplissement, évitement, retournement. Mais pour l'instant, ce que je peux dire des lois éthiques au sens d'aidos, soit l'aspect, soit idée, soit moment d'idéalité, on fit toujours avec les entraves, discontinuité qui trouve son chemin. Ce que je voulais dire, bien sûr, n'est pas des généralités anodines, rien du tout. Mais en fait, s'il y a des lois éthiques qu'il devait y avoir, dont les lignes sont issues, toute la flexion, retournement, histoire, le drame, qu'on appelle là. J'avais une formule pour la vie. Toujours, il faut finir
avec une formule comme Bagester, non, pas dicton ni bon mot ni une phrase encore à s'enchaîner. Cela dit, ceci. C'est une rudimentaire d'étudier le thème de organe fantôme pour esquisser un mouvement qui ne se réalise peut-être pas, même pas, qui n'a besoin pas d'être réalisé, un mouvement qui s'esquisse, que nous appelons l'effet, non pas bien sûr comme conséquence d'une cause effective, c'est ça. Ce dont je parlais quand je parlais de travail d'écriture scripturale, vous allez dire, c'est l'obscurantisme, oui, c'est de l'ordre de fantasme peut-être, mais réaliser pleinement l'effet dont la cause est absente, l'effet qui engendre des effets par une certaine voilà, moment viral ou saccadé ou enfui dans le temps, ce dont nous serons sûrement conséquences. Alors, l'effet mouvement exquis comme rudimentaire, je le champ d'étude paramédicale, organe fantôme et l'absence, non pas totale, mais l'absence due à une perte, due à rien, l'absence totale, l'absence absolue, retrait absolu et dont les conséquences au sens des faits ce sont presque visibles en effectivité, c'est ça. C'est la condition de quoi je ne l'appellerai pas condition humaine, ce sera un peu facile. Condition méontologique de l'homme, encore mieux. Tout ce qui est préalable est requis pour supposer qu'on a un libre arbitre et on est libre. L'impression d'être libre. Alors, nous appelons une espèce d'oiseau Spinoze, Couchou, l'oiseau Spinoze, qui viendra sûrement de Spinoza, par une certaine énigmatique étymologie. Alors, par une soumise d'état des choses qu'on appelle phénoménal et qui va régir sur vos états d'âme, au sens de vos chers, estimons que vos états d'âme toujours déterminés sans cause phénoménale. Alors, quand vous me
permettrait de dire que vous n'êtes que des issues sans issue, ineffectives dans une activité finale du monde inactuel et dans ses effets ineffectifs qui agissent sur vous, bien sûr, qu'on appelait jadis l'éther, pour rester dans l'alchimie des choses. Tout étant dans le sûr et à la recherche de l'insu, l'inconnu. Alors que l'absolu au sens absolu, tout à fait séparé, divisé par 4 cheveux, coupé à 1000 morceaux qu'on appelle l'individu, dont la moitié ne fait que partie à part, qui susurre des morts avant de dormir pour s'aimer s'aimer de quoi? S'aimer non pas des infamies dans vos rêves, s'aimer d'iniquité, s'aimer quoi? Comme cette herbe qu'on appellerait ivre, qui connote avec Yoar, le jugement de Dieu, qui n'est que votre, dont la fin ne concerne qu'à vous, qui ne touche à rien au monde effectif dans son inactualité toujours anachronique. Et oui, un effet de surface qu'on appellera éphémère, impression, Empfindung, doute, la duperie et tromperie de Empfindung que vous appellerez verstehen, comprendre pleinement, ne serait-ce que dans l'effort d'intentionnalité de comprendre, se mêler dans tous les états ineffectifs, dans le méandre de la vie, des conjugaisons et des délivrances, des déclinaisons. Si vous sauriez danser au cas où une frappe, non pas le tonne qui tombe, mais une légèreté d'être dans la surface, dans la profondeur qui agit, d'où une certaine conflagration et l'autre constellation. On a quatre doigts, une stèle, qu'on peut appeler facilement Stellung, une position fixe, un séjour fixe, domicile fixe, un point, ligne, courbure, cercle, mouvement saccadé, d'où rien, notre concept, cher à Bergson quand même, il faut le dire,
moment exquisite, exquisite, qui aura donné quand même comme conséquence, à mon avis, ce concept de trace qu'on culbute sur Lévinas, qui n'a jamais eu lieu, qui ne sera peut-être jamais avoir lieu. C'est ça un peu notre condition que nous appellerons libre arbitre, liberté, légèreté, délaissement, si vous voulez, Gelassenheit d'élection à partir de laquelle certains déduisent notre quoi, liberté au sens général. Jargonnel, par exemple, vida, canos. Alors qu'il y a des successions, des étages de sédimentation, des vols et des survols, des bourgades et des enchantements que j'appellerais pour l'instant, par manque d'autres exemples, le mosquée d'Akissa qui a eu 4 religions. On suppose 3 monothéismes, mais il y a quand même un intermédiaire qu'on appelle Zoroastre qui a eu cela par son satrape persan que nous appelons Ateshkene. C'est ça, leur médiation, disons, très fidèle à des médiations intermédiaires instrumentales, de l'autre, non, pas seulement tombale, mais d'abord pierreux, massif, sur lequel, dans lequel l'effet fiévreux, qu'on appelle le feu, avec son concept de transformation vers ce qui est aérien, de ce qui est solide, donc c'est l'essence même de l'esprit, au sens de Zoroastre, qu'on appelle idolâtre du feu, qui je supposais, dans l'époque de Lydie, sous le coup occupation persan. Voilà ce matin, archéologiquement, ce qu'on peut supposer, une trace dans son ineffectivité, gardée comme mausolée, tout en ayant ouverture que je n'en mourrai pas comme un lapsus qui n'est pas fait par moi. Il sévit musulmanique, un certain islam, quoi, christique, disons, disait-il l'archéologue de Akhisar, donc de Manissa, donc de Lykia, donc de Satrape, de Persan. Alors, revenons à nos âpres questions.
revenons à la nature, y compris la nature humaine, énigmatiquement interrogée par un certain Gertrude Stein, dans un livre improbable de géographie de l'Amérique. Bon. D'abord, une question piégée un peu. Est-ce que le retournement ou bien renversement du platonisme, c'est encore du platonisme? La réponse est oui, par Heidegger. Je renvoie aussi à ce texte de Gilles Deleuze à la fin de Logique du sens, intitulé Renversement du platonisme. Ça concerne Nietzsche. Donc Nietzsche également par Heidegger aussi est considéré comme une sorte de platonicien renversé. Donc un renversement apparemment revient au même, mais comment? C'est pas si facile que ça, mais comment ça revient? Deuxièmement, Platon lui-même, avec son invention des mondes, des idées, tout simplement, avec son invention d'idées, très difficile invention, a ramassé le monde, et il a bien fait. C'est une grande réussite en tout cas, par rapport à quoi? Disons, pour simplifier, caricaturiser les choses, pour se distinguer à la fois des autres cités non athéniens, disons spartiens, et peut-être de l'Asie mineure, telle qu'elle est, sous l'influence peut-être des Perses. Donc, je vais lâcher le mot contre la conception du monde au sens, entre guillemets, de tyrannie orientale. C'est le concept du XVIIIe siècle, bien sûr, très tardif. C'est une manière de considérer le pouvoir, le processus de gouverner, toutes sortes sûrement non pas roi, dieu, système de déité, mais une certaine disons voilà, supplément de pouvoir utilisé par le souverain qu'on peut appeler de qualité divine ou quasi divine. Vous avez compris la question, j'espère. Là, blanchissement de l'idée, disons, cette abstraction platonicienne, c'est un renversement, disons, vers le haut, une sorte de mouvement justement libre de tomber vers le haut. Déjà, Platon était baroque et quelqu'un qui renversait quelque chose. Donc, mettre sous ses pieds l'idéalisme, c'est l'expression de Marx, bien sûr. Je me demandais pourquoi on n'utilise pas les mêmes procédés de critique et de pensée contre Marx. Je n'ai jamais lu nulle part que Marx serait considéré au XXe siècle pour cause de renverser entre guillemets le platonisme ou l'idéalisme, ce serait encore un idéaliste. Si, on n'a pas dit de cette façon là, mais on a dit plusieurs fois par plusieurs personnes, d'abord par Lyotard, que Marx, malgré lui,
en dépit de lui, en dépit de ce qu'il a dit de la religion, il resterait une certaine d'une veine messianique, c'est ça. Donc, manifeste communiste, ce serait une sorte de Bible, un message messianique de sauveur, dont le sujet serait le prolétariat et son annexe encore plus important, la bourgeoisie comme classe, qui n'a pas une classe parmi les classes, et dont la dissolution va sauver aussi toute l'humanité, y compris avec la dissolution du prolétariat, etc. Extrêmement compliqué, calculé de moments de négation, bien sûr. Voilà, voyons. Retourner à la nature, c'est où? C'est parce que je suis à ce moment, en parlant, je suis retourné à mes lieux entre guillemets de crime, c'est-à-dire cette herbe qui m'est chère et que je goûte comme le thé et ses fruits chaque matin. Cette arbre-ci, je suis venu pour la visiter en ce beau jour de fin du printemps, à savoir Eid al-Adha. Comme en prime printemps, je l'ai bien entretenu, et il est florissant, mon herbe. Voilà ma façon à moi de, non pas renverser le jour, mais retourner à la nature et considérer la nature comme une trace quasiment ontologique, une trace est devenue fade, qui donne à penser encore, c'est encore le contenu de nos pensées, la nature qui est en nous et en dehors de nous, face à nous et à travers lequel nous traversons un chemin des siècles et des siècles. Je ne peux pas prétendre que c'est la même nature, mais ce qui en reste pour nous, c'est mon lieu de retrait du reste de l'humanité et du reste de l'amplicité et de matérialité qui est devenu, enfin, qui est le résultat d'un certain nombre de renversements depuis des siècles et des siècles. Donc, je fuis la civilisation pour me réfugier à la nature. Voilà, on est dans le commencement. L'année zéro. Rousseau et tout encore, on n'en sort pas du 18e. Et cette nature, je le considère, ça ma différence à moi, comme une trace, soit pour se réfugier, si vous pouvez, après un grand tremblement de terre, combien de jours vous pouvez vivre dans la nature, ça c'est autre chose. Mais je découvre quand même de petites épices, disons, dans mon vignoble à moi, dans mon théière à moi, comme l'herbe est devenue l'herbe, une petite théière, et l'autre, l'oca sauvage qui exige une raki, etc. Ce sont des aromates et des goûts, des odeurs qui me tourmentent et qui me donnent à penser. C'est ça. La phase terminale, la nature nous donne encore à penser. C'est un peu sonnerie d'éclat à la manière de Lyotard, encore
Heureusement encore, il y a une nature qui est liée à notre passé ou à notre enfance, qui donne encore des matériaux pour penser. Donc, la pensée, bien sûr, déclarée par d'abord Hegel, l'esprit ne s'occupe que par ses propres produits. Alors, voici la nature telle qu'elle est, telle qu'il nous reste comme trace, c'est encore notre produit, et ça nous donne à penser. Donc, nous encore réfléchissons en nature, à travers la nature, sur nature, depuis la nature, et à partir de la nature, à partir de la nature, et c'est dans une alternance bizarre. Voici à peu près ma réponse à la question, aux problématiques de renversement de toutes sortes. Ça. Après 30 de renversement, on ne sait plus où est le haut, où est le bas. On s'emballe comme un paquet de paille, disons, dans la moisson. Voilà. Penser, c'est aussi moissonner, cueillir le fruit de la terre et en faire des thés comme moi, maintenant. Pour une certaine andinken souvenir. C'est ça, intimement lié. La pensée d'Anken et Andinken, la pensée souvenir, au sens très fort et archaïque du terme. Voilà pour l'instant. Et l'oubli, effectivement. Mémoire, souvenir, même intériorisante, extériorisante, ou à travers les, disons, des suppléments mnémotechniques, ne serait-ce que du thé, des idées, pour que nous sommes encore, n'est-ce pas, voués à l'oubli, ou frappés par l'oubli, qu'on définit entre autres par Nietzsche, naturel. C'est l'oubli qui est naturel, et toute mémoire, travail de mémoire, c'est l'humain, c'est la civilisation, c'est l'effort, et c'est l'angoisse. Ce sont des moments de kairos aussi, ce qui revient à l'esprit, ce qui nous pose comme problème, c'est ça, apparemment, l'objet de la pensée.